Ho 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 Internet et bienvenue sur Formule Balabala. C'est un épisode de Noël particulièrement spécial parce que je me suis pas fait chier. C'est une rétrospective que j'ai déjà faite et que j'ai juste à remettre en ligne. Non, c'est pas tout à fait vrai puisque la rétrospective de la saison 2012 que vous allez regarder, peut-être que vous l'avez déjà vue, je l'avais sortie le 1er avril 2024 parce que j'avais pas pu faire de rétrospective 2023, c'est fou comme je suis une feignasse. Et du coup, j'avais pas prévu de faire de rétro 2023, du coup j'avais fait une rétro 2012 et j'avais pas pu la faire pour des raisons totalement involontaires disposées de ma volonté. Enfin, t'as compris ce que je veux en dire. Et du coup, j'avais fait cette rétro 2012. Elle a tenu 20 jours à peu près avant de se faire bloquer par YouTube. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour me remotiver à la refaire parce que j'avais pas envie de juste la remettre en ligne en coupant ou changeant les passages qui devaient être changés parce que j'avais envie d'ajouter 2-3 trucs dedans. Vous les remarquerez peut-être si vous avez vu la première. Dans tous les cas, c'était impossible pour moi de faire une rétrospective de la saison 2024 parce que j'ai eu un début d'année très chaotique. Et le reste de l'année n'a pas été particulièrement meilleur, donc faire une rétrospective de saison, ça me prend pas mal de temps et j'aurais eu besoin de la faire tout au long de la saison et de l'écrire au fur et à mesure de la saison et c'était pas possible. Mais pendant l'intersaison, on va faire quand même un petit débrief, mais là, on est là pour parler de 2012, des gros bisous et rendez-vous le 1er avril prochain. Oh bonjour, vous êtes là. Je vous avais pas vu. Pour un troisième titre, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, deux pilotes qui marqueront profondément leur ère, s'affrontèrent au cœur d'une des saisons les plus intenses de l'histoire. La saison 2012 est mémorable pour de nombreuses raisons que vous découvrirez ou redécouvrirez au cours de cette émission, et j'ai moi-même du mal à me dire que ça fait 12 ans et que j'ai eu le privilège d'y assister, et que ça fait justement 12 ans. C'est une prise de conscience, là. Mais pour nous replonger au plus près de cette lutte, nous devons nous replonger dans le contexte. Nous sommes à l'aube d'une saison qui voit quelques changements réglementaires. Entre autres, on a la réintroduction de la règle autorisant aux retardataires de dépasser la voiture de sécurité pour permettre des relances de course moins chaotiques et plus organisées pour tout le monde. La direction de course interdit les pilotes de faire plus d'une manœuvre défensive en ligne droite, et principalement pour des raisons de sécurité, le museau des Formule 1 doit être abaissé de 75 mm par rapport à la saison précédente, quelque chose que les ingénieurs détestent puisque ça impacte les performances. Mais vu que le règlement ne stipule pas que l'avant des Formule 1 doit être uniforme, eh bien ça donnera lieu à l'apparition des Formule 1 escaliers pour la simple et bonne raison que les ingénieurs sont des gros débiles qui aiment faire chier la FIA. On note aussi quelques changements sur les suspensions, le plancher et les échappements pour essayer de bouleverser la hiérarchie. 2012 marque aussi le retour du KERS, système introduit en 2009 et abandonné en 2011. Ce système de récupération de l'énergie cinétique sera présent sur toutes les monoplaces, sauf les Marussia. Mais par-dessus tout, 2012, c'est un plateau exceptionnel que nous allons redécouvrir avec un nombre record de 6 champions du monde sur la grille de départ. Nous sortons d'une saison 2011 qui voyait la domination de Sebastian Vettel et de Red Bull qui prenaient leur second titre pilote et constructeur. Le mec avait eu un seul abandon et son pire résultat était une 4e place. Et contrairement à la saison 2010, son coéquipier Mark Webber n'avait présenté aucun challenge en 2011, l'Australien se remettant difficilement de sa défaite, mais souffrant aussi énormément avec l'arrivée des pneus Pirelli l'année précédente. On en parlera juste après, mais Pirelli est la cause du bonheur et du malheur de beaucoup de pilotes dans ces années-là. Le champion 2009 Jenson Button était justement réputé comme un dieu des pneus, et si on oublie Vettel, il a été la star absolue de 2011 et Vincent Lewis Hamilton. Après des débuts divins en 2007 et son titre en 2008, Lewis ne parvenait pas à faire marcher son talent avec les pneus Pirelli et plus d'une fois, il perdait patience et était au cœur de nombreux incidents.
Son rival au championnat 2008 en sait quelque chose, puisque Felipe Massa était la seconde partie impliquée dans de nombreux incidents avec Lewis, et Felipe souffrait tout autant avec les pneus Pirelli. Et après avoir échappé à la mort en 2009, il subissait l'arrivée de Fernando Alonso en 2010 en se faisant effacer sur tous les plans. Le double champion du monde, quant à lui, attend impatiemment sa revanche sur Vettel et Red Bull après avoir tout perdu dans le dernier round en 2010. Chez Mercedes, Michael Schumacher vivait sa seconde carrière avec difficulté dans une voiture de moins en moins performante et dans une équipe désorganisée face à un Nico Rosberg étincelant. Mais l'attention du paddock est tournée dans feu le garage Renault. La structure basée à Easton conserve ses moteurs Renault, mais fait revenir le prestigieux nom de Lotus en Formule 1. À son volant, l'inattendu revenant Kimi Räikkönen qui, derrière son enthousiasme très bien dissimulé, fait taire les rumeurs impliquant que son retour est davantage lié à l'écart salarial entre le rallye où il souffrait et la Formule 1 qui rêvait de le revoir. À ses côtés, Romain Grosjean fait des seconds débuts en tant que champion GP2 en titre. Just the final word. Is your hunger for a second title the same as your hunger was for a first? No answer. Fair enough. Okay. Dans une structure qui n'a cessé d'impressionner depuis son arrivée, Force India donne une seconde saison en Formule 1 au prometteur Paul Di Resta et accorde sa confiance à son pilote d'essai de 2011, Nico Hülkenberg. Le pilote allemand débutait avec Williams en 2010 avec une immense cote de popularité après avoir explosé le GP2 en 2009. Sauber Ferrari poursuit avec son duo de jeunes pilotes, l'excitant Kamui Kobayashi et Sergio Pérez, protégé Ferrari qui faisait lever quelques sourcils à ses débuts la saison précédente. Toro Rosso, l'équipe junior de Red Bull, renouvelle son duo avec les débuts de Jean-Éric Vergne et Daniel Ricciardo, prenant la relève de Sébastien Buemi et Rémi Alguersuari, aucun d'eux n'ayant réussi à séduire l'œil exigeant de Helmut Marko. La prestigieuse équipe Williams prolonge Pastor Maldonado, celui qui rachetait gracieusement la place de Hülkenberg et accueille Bruno Senna. Le neveu d'une des plus grandes légendes du sport fait vivre un fantasme aux plumes du sport auto avec le retour du partenariat Williams-Renault. Nous retrouvons ensuite les trois nouvelles équipes de 2010, toutes en quête de leur premier point. Team Lotus est devenu Caterham après un conflit juridique autour du nom de la structure Enstone et conserve le rapide Heikki Kovalainen et dégage Jarno Trulli comme un malpropre pour signer les sponsors de Vitaly Petrov abandonnés par Lotus Renault. Chez HRT, nous avons un duo de reliques. Pedro de la Rosa est signé en tant que titulaire. Après une demi-saison moyenne en 2010 avec BMW Sauber, l'hyper expérimenté pilote espagnol est engagé en tant que titulaire pour sa 6e saison de F1. Nous sommes en 2012 et il débutait en 99 et c'est sa 6e saison. Narain Karthikeyan poursuit pour sa 2e année avec HRT, mais étant donné que son sponsor Tata est le seul nom visible sur la voiture entre deux messages « Donnez-nous de l'argent », on comprend la raison de sa présence. Et enfin, Virgin devient Marussia et poursuit avec Timo Glock et engage le débutant Charles Pic. Coupé. Comme je le disais, Pirelli faisait une arrivée très remarquée et polémique en 2011 en remplaçant Bridgestone avec des pneumatiques imprévisibles à la durée de vie non seulement aléatoire, mais aussi avec une perte de performance très dramatique sur les fins de relais. Et ce n'est rien de plus qu'une volonté de la FOM de Bernie Ecclestone qui est profondément convaincu que les pneumatiques peuvent apporter une dose de spectacle bienvenue après une saison 2010 mortellement chiante avec très peu d'action si ce n'était pour la lutte mondiale à 5 pilotes. Et ce sont ces 5 mêmes pilotes qui sont attendus. Vettel est sans le moindre doute le favori et si tout le monde a conscience que Webber n'a pas les bonnes grâces de l'équipe, il sait être très rapide et n'hésitera pas à suivre son propre agenda quitte à agacer celui de l'équipe. McLaren est aussi attendu en forme après des essais hivernaux très concluants, un Button plus populaire que jamais et un Lewis Hamilton qu'on attend de retour. Quoique le doute subsiste chez Ferrari et Alonso parce que la voiture semble vraiment loin du rythme. Mercedes, Williams et Lotus semblent aussi être des challengers très intéressants et je vous propose à présent de passer en revue le déroulement de cette saison à travers ces moments clés afin de retracer une lutte légendaire qui va forger l'histoire et pour ce faire, rendons-nous à Melbourne en Australie. Enfin, c'est une façon de parler, c'est au montage.
Parce que là, moi, je bouge pas. D'ailleurs, au montage, tu coupes quand tu veux. Ferrari est bel et bien à la ramasse. Massa est 16e à 1 seconde de son coéquipier qui bloque en Q2. Alonso est donc 12e, étant lui aussi à 1 seconde du meilleur temps de Rosberg lors de la session. La première ligne est verrouillée par les McLaren Mercedes de Hamilton et Button, prouvant la supériorité des flèches d'argent. La surprise vient de Romain Grosjean qui place sa Lotus Renault en 3e position. Il devancera un surprenant Michael Schumacher, 4e, avec une Mercedes prometteuse puisque Rosberg est 7e. Presque décevantes, les Red Bull de Weber et Vettel ne sont que 5e et 6e. À l'instar de 2011, les HRT ne parviennent pas à réaliser un tour à moins de 107% du meilleur temps de la Q1 et ne sont pas autorisés à prendre part à la course. Raikkonen quant à lui est éliminé dès la Q1 en 18e place. Au départ, un bon envol des deux McLaren, mais c'est Button qui prend la tête de course devant son coéquipier, et Schumacher est 3e. Grosjean a chuté en 6e place et il se fait violemment agresser par Maldonado qui l'envoie dans le décor et termine sa course. Malgré une excursion hors piste, Vettel se débarrasse des Mercedes de Rosberg, puis de Schumacher, victime d'une panne de sa boîte de vitesse. Le champion en titre fait honneur à son numéro 1, remontant sur Hamilton, tandis que le revenant Raikkonen remonte progressivement. Victime d'une panne en essai, Pérez profite de partir du fond de grille pour tenter une stratégie décalée qui le place quelque temps aux avant-postes. Mais tout change lorsque Petrov est victime d'un problème de colonne de direction qui provoque une voiture de sécurité. Les McLaren s'arrêtent juste trop tôt pour empêcher Vettel de profiter de la situation et de s'intercaler entre les deux. À la relance, Kobayashi s'illustre en dépassant Raikkonen, alors que Massa conclut un week-end cauchemardesque avec une collision avec Senna. Après avoir foutu Grosjean dans le décor au départ, Maldonado se sort en chassant Alonso, ce qui permettra à des idiots de comparer cette situation avec le crash de Russell 12 ans plus tard. Maldonado 2012, Russell 2024, ça n'a rien à voir. Rosberg touche Pérez en le dépassant en fin de course et subit une crevaison. 3e victoire de Jenson Button à Melbourne en 4 ans, devant Vettel et Hamilton, offrant un podium sublime aux spectateurs. Weber conclut 4e, lançant la lutte entre McLaren et Red Bull. Alonso réussit à remonter à une surprenante 5e place, et avec une belle remontée de la dernière position, Pérez termine 8e, offrant un bon début de saison à Sauber avec la 6e position de Kobayashi. Belle remontée également de Raikkonen, 7e, Ricciardo est 9e à la maison, alors que Di Resta remonte en 10e place. Nul n'a oublié que la dernière fois que Raikkonen venait à Sepang, il abandonnait lors d'un drapeau rouge et on le vit en train de profiter d'une glace dans le garage Ferrari. En hommage à ce retour, il offrit une glace aux médias, même si on ne sait pas dans quelle mesure c'est de sa volonté ou du service com de Lotus. Oui, parce qu'avant, Enstone avait un bon service com. Les McLaren verrouillent à nouveau la première ligne sur une piste détrempée à Sepang. Schumacher prend la 3e position devant les deux Red Bull sur la grille. Au départ, Grosjean s'envole bien et lutte pour la 3e place contre Schumacher et Weber. C'est l'Australien qui l'emporte au freinage et la Mercedes et la Lotus se percutent, partant tous deux en tête à queue. Mais alors que la pluie s'intensifie, Pérez est le premier à chausser des pneus pluie alors que Grosjean sort de la piste et que d'autres manquent d'en faire autant. Tout le monde passe alors au stand pour chausser des pneus pluie. Ces conditions cataclysmiques forcent la direction de course à brandir le drapeau rouge en attendant que les conditions se calment. Alors qu'on ne pouvait pas changer de pneus à l'époque sous drapeau rouge, Pérez se retrouve en 3e place et lorsque la course reprend 40 minutes plus tard, Button est le premier à plonger dans la voie des stands pour passer en intermédiaire avec une piste séchante. Hamilton mène devant Pérez et Alonso dépasse Weber pour la 3e place. Hamilton passe au stand à son tour, mais subit un arrêt trop long et se retrouve bloqué dans le trafic des stands. Ainsi, Alonso se retrouve en tête de course et Button a réussi à dépasser son coéquipier. Les HRT avaient fait le pari de partir en pneus pluie en début de course et se retrouvaient à la régulière dans le top 10. Désespéré, Jenson Button percute l'arrière de Narain Karthikeyan et subit des dégâts. Quelques tours plus tard, ce sera au tour de Sebastian Vettel de s'accrocher avec lui et de subir une crevaison. Alonso et Pérez en tête de course sont les premiers à passer en pneus slick en fin de Grand Prix. Le Mexicain surprend tout le monde avec un rythme sublime et revient progressivement sur la Ferrari de Alonso, rappelant le début de saison catastrophique de Ferrari. Mais grâce à une erreur de Pérez dans les derniers tours,
l'Espagnol s'assure de rester en première place et remporter une victoire totalement inespérée pour Ferrari, marquée par cette image symbolique de Felipe Massa sur le point de se faire prendre un tour au moment où son coéquipier gagne le Grand Prix, devant un héroïque Sergio Pérez prenant son premier podium en Formule 1. Hamilton sauve les meubles mais sera bien attristé par cette troisième place finale. Webber est quatrième devant Raikkonen. Au terme d'une belle lutte contre la Force India de Paul Di Resta, Bruno Senna ramène la Williams-Renault en 6e place, alors que Vergne, très opportuniste et propre lorsque les conditions étaient détrempées, réussit à terminer 8e devant Hülkenberg et Schumacher. Vettel doit se contenter de la 11e place. C'est un nouveau moteur Mercedes en pole position, mais cette fois-ci c'est Nico Rosberg qui enregistre la première de sa carrière pour l'écurie mère. Une demi-seconde derrière, nous retrouvons son coéquipier, Michael Schumacher et Kamui Kobayashi. Raikkonen est 4e et il faut tomber à la 5e place pour retrouver Button devant Webber et Hamilton. Alonso est 9e et Vettel 11e. C'était la première pole position et première ligne de deux Mercedes depuis le Grand Prix d'Italie 1955 avec Juan Manuel Fangio et Stirling Moss. C'est un coup de fraîcheur impressionnant d'avoir une nouvelle équipe et un nouveau pilote aux avant-postes, d'autant plus que Rosberg mène comme s'il l'avait toujours fait. Malheureusement, Schumacher est victime d'une roue mal attachée et abandonne à la déception de tous. Pour son 111e départ en Formule 1, Nico Rosberg remporte son premier Grand Prix. C'était la première victoire de l'équipe basée à Brackley depuis Monza en 2009, alors qu'elle portait le nom de Brawn Grand Prix. En ce jour qui voit une domination absurde et inattendue des Mercedes, les places pour le podium valent cher. Et alors que les Red Bull souffrent avec leurs pneumatiques, ce sont les McLaren qui chippent les places restantes sur le podium, bien que Button fût victime d'un nouvel arrêt raté. Le champion 2009 remonte brillamment et termine 2e alors que Hamilton ferme le podium devant Webber et Vettel, impuissants dans leur Red Bull. Grosjean est 6e devant les Williams de Senna et Maldonado, Alonso est 9e et termine devant Kobayashi. Ce n'est qu'à la 4e course que les champions du monde en titre prennent la pole position à Bahreïn avec Vettel devant Hamilton, Webber et Button. Ricciardo crée une surprise en plaçant sa Toro Rosso en 6e position. Mais au départ, c'est Romain Grosjean qui est à la fête avec de nombreux dépassements sur différents concurrents et se place en 4e place, chassant Mark Webber avant de le dépasser au tour suivant. Il s'en va chasser Lewis Hamilton pour la seconde position quelques tours plus tard. Il revient et le dépasse, démontrant un rythme incroyable dans la Lotus. L'équipe basée à Enstone semblait avoir de meilleures performances que les autres dans ces conditions chaudes. Après la phase des arrêts au stand, c'est au tour de Raikkonen de remonter alors que Vettel reste en tête. Avec un meilleur rythme de course, Lotus demande à Romain Grosjean de laisser passer son coéquipier pour essayer de chasser Sébastien Vettel. Ce sera malheureusement insuffisant car l'équipe devra se contenter d'être le 4e constructeur différent à monter sur le podium en 4 courses alors que Vettel devient le 4e vainqueur différent, le 4e meneur au championnat différent et Red Bull le 4e constructeur à gagner. La course a laissé quelques souvenirs marquants malgré tout, comme une lutte entre Alonso et Rosberg. Okay, he pushed me off the track. I think you have to leave a space. All the time you have to leave a space. Pastor Maldonado effectuant une nouvelle erreur ridicule, lui causant une crevaison, et McLaren ratant un nouvel arrêt au stand. Webber est 4e devant Rosberg, Di Resta qui prend une bonne 6e place pour Force India, Hamilton, Massa et Schumacher marquent le point de la 10e place. Disappointed not to win the race. At least we gave ourselves a chance, but I only really got one chance to try to overtake and couldn't get past, so okay, second place is good, but not what we want to. Derrière ces statistiques absurdes de vainqueurs différents, il ne fait aucun doute que Red Bull et McLaren sont les deux forces à battre pour le moment et que la régularité seront plus que jamais primordiales dans un peloton compétitif et imprévisible grâce ou à cause, selon les points de vue de chacun, des pneumatiques. Et McLaren marque justement un autre point fort avec une pole de Lewis Hamilton en Espagne. Malheureusement, c'est déjà une habitude au bout de 5 Grands Prix, les pilotes ne peuvent pas compter sur leur équipe puisque le jeune champion du monde 2008 est disqualifié sur un problème de carburant. La pole position revient à la Williams-Renault de Pastor Maldonado. Il n'y a vraiment rien qui va.
Les Lotus en deuxième ligne viennent attaquer Alonso et Maldonado aux avant-postes, mais c'est l'Espagnol qui prend la tête de course devant le Vénézuélien et le Finlandais, alors que Grosjean percute l'arrière de Pérez, provoquant une crevaison sur la Sauber. Dans le peloton, Schumacher rate son freinage et percute l'arrière de la Williams de Senna. Michael Schumacher est un des très rares pilotes qui peut se vanter de s'être fait le fion d'une légende de la F1 et de son neveu. Attends, je vais la reformuler. Après une stratégie agressive forcée, Hamilton passe au stand et... Devant, l'avantage semble clairement dans les mains de Williams, bien que Alonso ait l'avantage de la position en piste. En effet, l'Espagnol est bloqué par la Marussia de Charles Pic, ce qui finit par coûter la position face à Maldonado. Un peu plus loin dans le peloton, coup dur pour le meneur du championnat, qui se fait prendre la main dans le sac avec le DRS d'activer sous drapeau jaune. Il sera pénalisé d'un passage par la voie des stands. Maldonado résiste à la pression et devient le premier vainqueur Williams depuis Juan Pablo Montoya au Brésil en 2004. Il sera accompagné par nul autre que Alonso et Raikkonen sur le podium, et alors que les deux champions du monde lui offrent le traditionnel porté sur le podium, Grosjean ajoute 12 autres gros points à Lotus, en terminant devant Kobayashi, Vettel, Rosberg, alors que Hamilton a réussi à remonter en 8ème place devant son coéquipier Button et Hülkenberg. On n'avait pas vu ça depuis Manicourt en 2006. Michael Schumacher est le plus rapide de la séance qualificative du Grand Prix de Monaco, si ce n'avait pas été pour 5 places de pénalité héritées de son accrochage en Espagne, c'eût été sa 69e pole position. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72... Webber hérite de cette pole position devant Nico Rosberg, Hamilton, Grosjean et Alonso. En difficulté, Vettel est 9ème, ayant finalement préféré d'économiser un train de pneus, alors que Button est seulement 12ème. Il faudrait surtout donner un coup de projecteur sur les roues arrière et plus exactement sur le soubassement qui est à l'amorce de ces roues arrière, puisqu'il y a un petit appendice aérodynamique, un petit trou, une petite écope, Jean-Louis, qui fait beaucoup couler d'encre. Eh bien oui, je vous redis ce que j'ai dit sur la grille de départ, mon cher Christophe. Je faisais pipi avec un ingénieur de Ferrari qui me dit « Regarde bien la Red Bull parce que McLaren va certainement porter réclamation. » Ils n'ont pas eu le temps de réparer la voiture. Un bon départ de Grosjean et Schumacher crée un 4 de front avec Alonso lorsque Hamilton rate son envol. Suite à de nombreux incidents au premier tour cette saison, le Français est désigné comme l'ennemi public numéro 1. Pourtant, avec le recul, difficile de blâmer le Franco-Suisse, poussé par Alonso sur la Mercedes de Schumacher, et difficile de blâmer qui que ce soit sur un circuit aussi étroit. Avec une stratégie à un seul arrêt, Vettel parvient à faire tenir ses pneus suffisamment longtemps pour chipper la 4e place à Hamilton. Mais difficile de fantasmer une victoire pour Schumacher sans sa pénalité, puisque l'Allemand sera victime d'un problème de pompe à essence. De son côté, Button souffre derrière Kovalainen et part à la faute. Il le rattrapera plus tard, mais le percute et abandonne. Webber prend enfin son premier podium, et première victoire en devenant le 6e vainqueur différent en autant de courses, du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1. Rosberg prend son premier podium à domicile, et Alonso ferme le podium. Vettel est 4e devant Hamilton, Massa, les Force India de Di Resta et Hülkenberg, Raikkonen et son beau casque James Hunt sont 9e, alors que Bruno Senna sauve un point pour Williams. You know, I think that we got wins here in 2010, wins here last year, but I think, to be honest, this was the weakest car we've won with. I think it was a very, very difficult Grand Prix to win. Had to manage that. There's always the first guy arriving there with rain on the visor, up into Casino, through Massenet, down to Mirabeau. It was like, wow, the rear was moving around, the fronts weren't biting. I'm like, wow, and the barriers are getting bigger. 25 points regroupent Alonso, Vettel, Webber, Hamilton, Rosberg et Raikkonen. Étincelant et discret à la fois, le monde de la Formule 1 s'impatiente de le voir à son tour remporter un Grand Prix, mais les McLaren restent étonnamment fortes et déçoivent par leur manque de résultats, alors que Alonso, qui s'empare de la tête du championnat, démontre que cette saison 2012 ne sera pas qu'une question d'avoir la meilleure machine ou d'avoir la meilleure gestion pneumatique, mais ce sera bien une question de régularité et d'être bon. Inquiet de la menace McLaren,
Vettel parvient à prendre la pole position au Canada et à conserver la tête au départ. Alonso solidifie sa 3e place, satisfait des améliorations apportées par Ferrari, alors que Webber, victime d'une défaillance moteur, se défend de Rosberg. Lors de la phase des arrêts au stand, Hamilton et Alonso passent Vettel, mais victime d'un énième arrêt trop lent, Hamilton doit repasser Alonso en piste. Prévoyant une très haute dégradation, McLaren arrête à nouveau Hamilton et, malgré un second arrêt toujours trop long, il parvient à revenir sur Vettel, Alonso et les dépasser. Sur une stratégie décalée, Grosjean remonte dangereusement alors que Pérez en fait autant dans la Sauber, et son dépassement sur la Ferrari de Massa ne fait qu'alimenter les rumeurs de sa promotion à la place du Brésilien qui commettait une erreur en début de course. Grosjean et Pérez parviennent à dépasser Alonso et prendre les 2 places restantes sur le podium, pendant que Vettel, repassé au stand, se contentera de la 4e place. Hamilton devient le 7e vainqueur différent en cette course, prenant un succès tant mérité et rappelant la force des McLaren malgré leurs erreurs. Grosjean et Pérez prennent le 2e podium de leur carrière et Alonso termine 5e, in extremis devant Rosberg. Webber réussit à ramener sa Red Bull souffrante en 7e place devant Raikkonen, Kobayashi et Massa. Alors que Hamilton mène désormais le championnat en arrivant à Valence, il ne peut battre Vettel en qualification. Maldonado crée une surprise en prenant la 3e place devant Grosjean. Au départ, le Français arrive à remonter et dépasser Hamilton pour la 2e place. Bloqué en Q2, Alonso profite d'avoir des trains de pneumatiques neufs supplémentaires pour remonter. Alors que Vettel contrôle la course devant Grosjean et que Di Resta, Kobayashi, Alonso, Hamilton et Raikkonen se battent pour la 3e place sur des stratégies différentes, un contact entre Vergne et Kovalainen provoque l'intervention de la voiture de sécurité. Naturellement, les chances de Hamilton sont réduites au néant à cause d'un problème au stand. 3e à la relance, Alonso arrive à dépasser Grosjean pour lui chipper la 2e position. Plus loin, Massa est percuté par Kobayashi. Vettel est intouchable avec de nouvelles améliorations sur sa Red Bull, mais un problème d'alternateur vient terminer sa course et Alonso hérite des commandes alors que Grosjean, 2e, doit également abandonner. Profitant d'une stratégie décalée pour terminer avec des pneus médiums, Schumacher et Webber remontent dangereusement pour aller chasser le podium. C'était la mauvaise stratégie pour le nouveau meneur du championnat, puisqu'il est en grande souffrance et permet d'abord à Raikkonen de le dépasser, et ensuite à Maldonado de revenir pour tenter de le dépasser. Mais bon, étant donné que c'est Maldonado, les deux abandonnent. Astor Maldonado, Astor Maldonado, plus rapide qu'un dragon, plus vite que la Gestapo. Fernando Alonso remporte ce que beaucoup et lui-même considèrent de plus grandes victoires de sa carrière. Ovationné par son public, il se laisse, pour une fois, submerger par l'émotion, alors que Raikkonen prend la 2e place devant Schumacher, qui monte sur le podium pour la première fois depuis 2006. Sur ce podium, Alonso est accompagné par Andrea Stella, son ingénieur de course, qui accompagnait Raikkonen et Schumacher lors de leur titre avec Ferrari. Difficile de ne pas voir un présage alors qu'il devient, au bout de 8 Grands Prix, le premier pilote à remporter 2 Grands Prix et l'unique pilote à terminer dans les points à chaque course. Webber termine 4e devant Hülkenberg, Rosberg, Di Resta, Button, Pérez et Senna. I need to watch the race on TV because I don't know how we were fair behind the safety car because I didn't have a clue where I am. 3rd position, so no, come on, not possible. Great moment and great satisfaction. La pilote de Formule 1 Maria de Villota a été admise en urgence à l'hôpital après avoir subi de graves blessures suite à un accident lors d'un essai. L'Espagnole a percuté un camion alors qu'elle testait une voiture de course MR01 sur un circuit en Grande-Bretagne. Villota a été blessée à la tête et au visage dans la collision, mais est apparemment arrivée dans un état stable à l'hôpital. L'accident a eu lieu au début de 2 jours d'essai de l'équipe Marussia. En prenant sa première pole position de la saison, Fernando Alonso dédie à Maria de Villota ce résultat. La meilleure qualification de la saison de Massa en 5e place confirme que les évolutions Ferrari continuent à fonctionner.
Au départ, Di Resta vient se clipper sur l'aileron de Grosjean et sort de la piste alors que plus tard, Pérez et Maldonado se percutent. La lutte pour la victoire se dessine entre Alonso et Weber sur des stratégies différentes. Dans une livrée spéciale pour faire la promotion de l'association Wings for Life de Red Bull, Weber parvient à prendre les commandes de la course dans les derniers tours et remporter le 3e Grand Prix de son équipe cette saison. Vettel prend la dernière marche du podium en terminant devant Massa, les Lotus de Raikkonen et Grosjean, la Mercedes de Schumacher, alors que les McLaren sont seulement 8e et 10e, intercalés par la Williams de Senna. Ce podium marque également le début d'une nouvelle tradition, les interviews sur le podium. I'm going to speak to Mark here. Terrific, Mark. You must be a very happy boy. Yes, thanks, Jackie. It was had very good pace. Hey. Thanks to all the fans for sticking with us in the last few days. So it's been incredible. Oh ça y est, j'ai trouvé le patient zéro. C'est à cause de Weber que maintenant tous les pilotes se sont obligés de féliciter les fans à la fin des Grands Prix. Alonso ne sera pas trop déçu de cette victoire perdue à Silverstone, car sa pole position en Allemagne continue de prouver que Ferrari a bien trouvé une solution à ses problèmes du début de saison. Derrière, il est suivi par 3 Allemands qui veulent briller à domicile, Vettel, Schumacher et Hülkenberg dans la Force India. Maldonado prend une nouvelle belle qualification en 5e place devant les McLaren de Button et Hamilton, alors que Weber subit 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. Au départ, Ricciardo et Massa se touchent, provoquant une pluie de débris, alors que Bruno Senna percute Romain Grosjean à l'épingle. Les débris sur la piste causent du grabuge, Hamilton subissant une crevaison à cause de l'un d'eux et devant abandonner. Button parvient à donner de l'espoir à McLaren en prenant la 3e place à Schumacher en piste et la 2e à Vettel au stand. Non content d'avoir été le seul à gagner plus d'un Grand Prix à Valence, Alonso prend une 3e victoire à Hockenheim dans une course parfaitement maîtrisée. Vettel dépasse Button hors de la piste et termine 2e, mais subit 20 secondes de pénalité après la course, ce qui permet aux Britanniques de terminer 2e devant Raikkonen et Kobayashi. Le double champion en titre est donc 5e, devant Pérez, Schumacher, Weber, Hülkenberg et Rosberg. Au championnat du monde des pilotes, Alonso mène 34 points devant Weber et 44 devant Vettel. Raikkonen est 4e et les McLaren seulement 5e et 7e. Le classement constructeur parle énormément pour le travail incroyable de l'Espagnol, mais aussi pour l'absence déplorable de Massa, ayant seulement marqué 23 points. À Budapest, Hamilton prend la 150e pole position de McLaren en Formule 1. Romain Grosjean prend une superbe qualif avec une 2e position devant Sebastian Vettel et Jenson Button. Le départ est avorté à cause de Schumacher qui se place mal sur la grille de départ et coupe son moteur. Lorsque la course peut débuter avec Schumacher qui part de la voie des stands, Vettel passe Grosjean, mais le Français défend et permet à Button de dépasser l'Allemand. Alonso se retrouve coincé derrière la Sauber de Pérez sur une stratégie avec un arrêt de moins. Une stratégie décalée que Raikkonen applique également et qui lui permet de venir se glisser dans la lutte pour le podium avec plusieurs tours en dehors du trafic, ce qui lui permet notamment de passer Grosjean en sortant des stands avec une manœuvre assez musclée. Pendant ce temps, Maldonado récupère une autre pénalité. Hamilton devient le 3e pilote à remporter plus d'un Grand Prix cette saison. Il devance les Lotus de Raikkonen et Grosjean, Vettel est 4e devant Alonso et Button. Senna prend une bonne 7e place pour Williams devant Weber, décevant 8e, Massa et Rosberg ferment le top 10. C'est avec une sérénité retrouvée que Hamilton peut entamer son intersaison. McLaren a énormément gâché d'opportunités jusque-là, mais lorsque tout se passe normalement, les pilotes semblent en mesure de faire la différence. Après un début de saison très fort, Button est seulement 7e du championnat avec 41 points de retard sur son équipier. Il n'est pas exempt d'erreurs et il a été globalement dominé par son équipier depuis le Grand Prix de Barcelone qui semble avoir été un point déterminant dans la compréhension de Lewis avec les pneus Pirelli. Comme un ovni, Raikkonen démontre toutes les qualités qui avaient fait de lui un champion du monde en 2007 en démontrant une remarquable régularité et un grand opportunisme dans une Lotus capable de grandes choses mais uniquement lorsque les températures sont élevées. Mais le Finlandais continue à souffrir en qualification, étant régulièrement battu par Romain Grosjean. Avec 3 podiums à son bord, il prouve avoir été un recrutement solide pour l'équipe basée à Enstone.
On notera également Nico Rosberg avec une victoire et 2 podiums, une belle saison à l'instar de son coéquipier Michael Schumacher, qui semble avoir enfin retrouvé de sa superbe, malgré quelques erreurs déplorables que nous avons pu évoquer. Après un retour compliqué en 2010, cette saison 2012 était déterminante pour la suite de l'implication de Mercedes en Formule 1. Il a finalement été décidé, en amorce du Grand Prix de Hongrie, que la direction allait continuer de financer le projet en Formule 1 et à investir sur la nouvelle réglementation moteur de 2014 pour essayer de devancer ses concurrents lors de ce nouveau changement de réglementation. Cette silly season tourne autour du baquet de Felipe Massa, absolument transparent, et qui voit des noms comme celui de Raikkonen évoqué pour prendre sa place, ou celui de Sergio Pérez, redoutable opportuniste faisant fonctionner de nombreuses stratégies avec un arrêt de moins, et également un protégé de la Scuderia Ferrari. Mais un autre nom absurde apparaît après le Grand Prix de Belgique. Lewis Hamilton arrive au terme de son contrat en fin de saison, et si j'évoque à l'instant cette pause estivale parfaite pour lui, tout va rapidement changer en l'espace d'un week-end. McLaren apporte un nouvel aileron et Jenson Button signe la pole position, battant Lewis de 8 dixièmes. À la fin de la séance qualificative, le champion du monde 2008 commet une erreur qui va venir casser toute la confiance de l'équipe. Il publia sur Twitter une télémétrie comparant son temps à celui de son coéquipier et exprimait sa surprise de voir Button aussi rapide en ligne droite. Button répondit du tac au tac qu'il est normal d'aller moins vite en ligne droite quand on a plus d'ailerons, mais que Hamilton aurait dû regagner ce temps perdu dans les virages. Il ne fallait pas longtemps pour que ces tweets disparaissent, mais le mal était déjà fait. Christian Horner expliquait que les clauses de confidentialité ne permettraient jamais ce genre de choses chez Red Bull, alors qu'un autre patron anonyme disait que ces informations avaient révélé des informations précieuses pour comprendre les performances de la McLaren à travers leur réglage de la hauteur de caisse. Martin Whitmarsh, à la tête de l'écurie, bredouille quelques palabres médiatiques pour dire que ça va, tout va bien, mais bon. Il sera révélé en plus tard par Button que c'était des télémétries de simulateurs et non celles des qualifications, mais que ça reste quand même inconcevable de publier ce genre d'informations. Et pour ne rien arranger au week-end de Lewis, eh bien il se termine le dimanche au premier virage. Alors je vous en parle, on est 12 ans après l'accident et je pense que tout le monde a eu le temps de méditer là-dessus, mais je maintiens mon point de vue. Hamilton est pour moi autant responsable que Grosjean de cet accident, ça, un incident de départ. Mais vu que Grosjean avait déjà un CV peu flatteur en termes de crash au premier tour, ayant déjà, je le rappelle, causé une polémique à Monaco, il était le coupable parfait pour porter la responsabilité de voir le meneur du championnat et un autre challenger au titre être sortis du Grand Prix au premier virage. En plus de cela, on était passé à quelques centimètres d'un drame sans précédent. Grosjean est exclu du prochain Grand Prix en Italie et sera remplacé par Jérôme D'Ambrosio, 3e pilote de l'écurie. Mais disons que si ça avait été un autre pilote qu'un Romain Grosjean dans cet accident, je doute qu'il y ait eu la moindre sanction et peut-être même que Hamilton aurait pris plus de part de responsabilité dans l'accident. Alors évidemment, je ne vais montrer aucune image, je prends déjà assez de risques en montrant des extraits, mais montrer des vidéos de ce crash, c'est pratiquement le strike assuré et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de refaire. Ah, ça a bien vieilli, hein? C'était la première pole position de Jenson Button pour McLaren et Kobayashi partait en première ligne. Maldonado avait le 3e temps mais avait subi 3 places de pénalité pour avoir gêné Raikkonen en qualification. Les belles 2e et 4e places des Sauber sur la grille sont donc gâchées mais laissent la porte ouverte au podium alors que Button s'envole. Pour son 300e Grand Prix en Formule 1, Schumacher part de loin, mais mène une course vaillante sur le circuit de ses débuts et de sa première victoire. Sa stratégie à un seul arrêt l'a fait remonter en 3e place. Malheureusement, il souffre sur ses pneumatiques et à quelques tours de la fin, Raikkonen parvient à le doubler. Schumacher doit replonger au stand et regagner toutes les positions perdues. Button remporte l'une des plus belles victoires de sa carrière, menant tous les tours du Grand Prix de Belgique, et se relance dans la lutte au titre grâce à l'abandon de Hamilton et de Alonso, ainsi que des difficultés des Red Bull. Vettel parvient malgré tout à sauver une 2e place grâce à une stratégie à un seul arrêt. Raikkonen est 3e devant Hülkenberg, Massa et Webber, alors que Schumacher est remonté à une symbolique 7e place.
Vergne et Ricciardo sont 8e et 9e, signant la première double entrée dans les points des Toro Rosso, et Di Resta marque le point de la 10e place. Les belles dernières courses de Massa lui ont permis de renforcer sa position et ses chances d'être prolongé chez Ferrari. Lorsqu'on arrive à Monza, Pérez et Hülkenberg sont des noms évoqués pour le remplacer, mais leur manque d'expérience semble jouer en leur défaveur. Quant à Hamilton, outre le fait qu'il semble totalement improbable de le voir un jour signer chez Ferrari, les performances solides des McLaren cette saison sont un argument convaincant pour le persuader de rester une année de plus au moins chez McLaren. Surtout que le moteur Mercedes a toujours bien marché à Monza et permet à Lewis de prendre la pole devant Button. Un super départ de Massa lui permet de prendre la 2e place, mais à la fin du premier relais, Button parvient à reprendre la position alors que, dans le peloton, Senna est forcé hors de la piste par Di Resta et Vergne sort à cause d'une rupture de suspension. La lutte qui semble se dessiner entre Vettel et Alonso au championnat s'intensifie en piste, et même dans les stands, mais les choses s'échauffent entre les deux, Alonso faisant un petit passage par l'herbe en tentant de le passer à l'extérieur. Il parvient finalement à le dépasser plus tard, mais Vettel se voit tout de même puni d'un passage par la voie des stands. Oui, bon vous connaissez mon point de vue sur le sujet, qui tente de passer par l'extérieur prend le risque de se la prendre dans le postérieur. C'est un jour à oublier pour Red Bull avec les deux voitures qui abandonnent. Button est victime d'une panne mécanique qui le force à s'arrêter et abandonner, ce qui ruine les chances de voir enfin un doublé McLaren. Alors que Massa tente de conserver son baquet, jouant le gentil toutou en laissant passer Alonso, Pérez prend les commandes de la course en attendant son arrêt au stand. Cette stratégie décalée mise en action, le Mexicain profite de pneus frais en fin de course pour faire le spectacle et produire une remontée exceptionnelle, tour après tour, jusqu'à revenir sur Felipe Massa et lui prendre la 2e place. Et non content de rappeler qu'il appartient à la Ferrari Driver Academy, il démontre quelle valeur il pourrait apporter à l'équipe en dépassant Alonso pour la 2e place et rattrapant Hamilton en fin de course. Lewis fait amende de ce bad buzz à Spa et gagne devant Pérez et Alonso. Massa prend des points importants pour Ferrari devant Raikkonen, Schumacher, Rosberg, Di Resta, Kobayashi et Senna. Au championnat, Alonso a toujours 37 points d'avance et seulement 10 points séparent Hamilton, Raikkonen, Vettel et Webber pour la 2e place. Standing on the podium and looking down the pit straight and you see thousands and thousands and thousands of people. I mean, that's incredible, and it is. I feel very honoured to be in that position. But, you know, the amount of boos we got today, it kind of numbs the whole experience. So. It's kind of almost a backhanded compliment, though, that they fear you, perhaps, in terms of Fernando's championship aspirations. Oh yeah, I mean, I don't care. I won the race, so it's so good. When Jackie Stewart crusaded for greater safety in Formula One, the general attitude was, if you can't take the heat, keep out of the kitchen, and he was vilified for his valiant efforts. But the tide turned when Bernie Ecclestone asked his friend Sid Watkins to do something about it. Proper facilities at the circuits, helicopters to transport the casualties. Sid himself, sitting in a medical car in the pit lane at every Grand Prix, the death rate plunged, and so many drivers owe him their lives. Ask Martin Donnelly. Ask Gerhard Berger. Ask Mika Häkkinen. We were so lucky as a sport to get hold of someone like Sid. I have extremely good memories in the professional side, but even off-professional side, in private moments that I shared with him. No, fantastic. I remember back in '03 when I had an accident in Monaco and I woke up. The first person I saw was Sid, and when you saw Sid's big smile, you suddenly felt a lot more at ease and a lot more comfortable in his presence. And he also liked to drop a whiskey too, so he's a good bloke, and yeah, we'll miss him greatly. Why do you persist in wearing that misshapen FIA cap, I once asked him. To wind Bernie up, who wants everything to be perfect, came the reply. C'est avec beaucoup de tristesse que la Formule 1 arrive à Singapour. L'annonce du décès du professeur Sid Watkins est douloureuse pour chacun des membres du paddock. Lewis Hamilton signe une nouvelle pole position devant la Williams de Pastor Maldonado, rappelant qu'entre 3 ou 4 crashs, le Vénézuélien est capable d'être ultra rapide. Vettel est 3ème devant Button, Alonso et Webber est 7ème, alors que Grosjean revient avec une belle 8ème place sur la grille.
Vettel et Button passent Maldonado au départ, alors que Massa est victime d'une crevaison. L'intensité du Grand Prix permet aux caméras de capturer des grands moments influenceurs avant l'heure. Les choses se présentent bien pour Vettel qui voit de l'huile s'échapper de la McLaren en tête de course et qui doit abandonner. Maldonado est 3ème mais souffre avec ses pneumatiques, ce qui permet à Alonso de remonter et de le dépasser lorsque la Williams abandonne sur problème hydraulique. Alors que Narain Karthikeyan donne une nouvelle raison aux mécaniciens de se rappeler qu'ils sont pas là pour chômer, la voiture de sécurité intervient. Alors que la course repart, Schumacher démontre à quel point il déteste Jean-Éric Vergne pour une raison inconnue et lui détruit le fion. Bon, on dira que c'était pas volontaire, mais cela ne joue pas en sa faveur alors que son avenir reste incertain. Cette course à haute tension met à rude épreuve les pilotes et permet à Felipe Massa de rappeler de quoi il est capable avec un des dépassements les plus codes marrons de l'histoire de la Formule 1, où on peut se dire que c'est quand même moitié de la chance et moitié du talent. Enfin bref, impatient dans le peloton, Pérez percute Hülkenberg avant que son coéquipier ne le percute à son tour, ne causant une crevaison à la Force India. Vettel remporte enfin son second Grand Prix de la saison devant Button et Alonso, content de ne perdre des points que sur Vettel, mais déplorant que Ferrari devrait trouver une solution rapidement car la perte de rythme est à nouveau flagrante depuis quelques Grands Prix. Paul Di Resta prend une sublime 4ème place pour Force India devant Rosberg, Raikkonen et Grosjean, Massa, Ricciardo et Pérez, alors que Webber subit 20 secondes de pénalité pour avoir dépassé hors des limites de la piste. 5 semaines séparent le drama de Spa-Francorchamps au Grand Prix du Japon. 4 semaines séparent la victoire de Lewis au Grand Prix du Japon. 2 semaines séparent la victoire perdue de Lewis au Grand Prix du Japon. 7 jours séparent l'annonce de la signature de Lewis Hamilton chez Mercedes pour 2013 au Grand Prix du Japon. Il était évident que beaucoup de choses s'étaient passées en interne, que ce soit l'arrivée de Button qui a heurté la confiance du champion du monde en 2010, sa pauvre saison 2011 riche en erreurs où Button brillait davantage que lui, ou simplement de cette saison 2012 où Hamilton se rattrapait mais où cette fois c'était l'équipe qui n'avait pas correctement rempli sa tâche en commettant beaucoup d'erreurs. Erreurs coûtant des points précieux, des podiums et peut-être même des victoires et allez savoir peut-être même ses chances de gagner le titre. Pourtant, il était inconcevable d'imaginer ce pur produit McLaren-Mercedes quitter la maison mère. Surtout pour rejoindre une équipe Mercedes en pleine perte de puissance depuis le début de saison. Il n'a fallu que 24 heures pour que McLaren officialise Sergio Pérez à sa place pour la saison prochaine. Avec une saison solide et la confirmation de Massa chez Ferrari pour 2013, le Mexicain s'est empressé d'accepter la proposition de Woking. Ah bah, c'est sa 3e saison en Formule 1, si c'est pas tout de suite qu'il accepte une proposition pour rouler dans un top team, ce sera jamais. Cela signifie également que Michael Schumacher prendra sa seconde et dernière retraite en fin de saison. Avec un retour plus que médiocre en 2010 et 2011, Schumacher semblait avoir trouvé un début de solution en 2012, mais malheureusement, ses nombreuses erreurs et certainement aussi son âge jouaient en sa défaveur dans le choix du recrutement de Hamilton. Et pour faire un point sur les transferts sur la grille, 2013, on sait déjà que Vettel et Webber vont continuer, ainsi que Vergne et Ricciardo chez Toro Rosso. Les baquets McLaren, Ferrari et Mercedes ont été confirmés comme je viens de l'évoquer. Et dans l'absence d'options plus intéressantes, Kimi Raikkonen devrait logiquement poursuivre chez Lotus, alors que la place de Grosjean reste à confirmer. Les quelques polémiques autour de lui effaçant un petit peu ses bons résultats. La montée en puissance de Hülkenberg chez Force India devrait encourager l'équipe à le prolonger, même s'il semble très probable que Sauber cherche à le recruter pour remplacer le redoutable Sergio Pérez. La place de Paul Di Resta, quant à elle, reste incertaine. Jules Bianchi, le 3e pilote de l'équipe, a énormément roulé cette saison en essai libre et bénéficie du support de Ferrari et a de grandes chances d'être promu dans l'équipe. Chez Sauber, Esteban Gutiérrez, le 3e pilote, devrait être confirmé avec l'apport de gros sponsors, alors que Kamui Kobayashi manque d'apport financier et son absence de podium face à Sergio Pérez justement joue contre lui.
Maldonado devrait poursuivre chez Williams avec de gros pétrodollars, et le second baquet se joue entre Bruno Senna, plus constant mais moins étincelant que son coéquipier, et le troisième pilote, champion GP3 en titre, Valtteri Bottas. Charles Pic, quant à lui, devrait être confirmé chez Caterham en raison de ses liens avec Renault. Red Bull arrive avec de nouvelles améliorations très efficaces, dont un mystérieux double DRS, et prend la première ligne avec Vettel et Webber. À la maison, Kobayashi prend la troisième place sur la grille avec l'enjeu du tant attendu podium. Au départ, il double Webber, et Raikkonen percute Alonso, terminant la course de l'Espagnol, alors que Senna est pénalisé pour avoir terminé celle de Rosberg. Mais surtout, Grosjean percute Webber, créant une nouvelle controverse et anéantissant les derniers espoirs de l'Australien de jouer le titre. C'est un nouveau très beau week-end pour les Sauber avec le japonais en deuxième place et Pérez qui réussit un très beau dépassement sur Hamilton pour la sixième place. Jusqu'à ce que, après avoir perdu la position au stand, le Mexicain tente la même manœuvre à l'extérieur mais se met dehors tout seul et termine sa course. C'est la seconde fois consécutive que Pérez commet une erreur qui commence déjà à faire douter de lui quant à sa promotion chez McLaren. Ah, la culture de l'instant. Pour la première fois de l'année, un pilote gagne 2 courses consécutivement et il s'agit de Sébastien Vettel qui l'emporte devant Felipe Massa, signant son premier podium depuis le baptême de Clovis en 496. Kamui Kobayashi monte sur le podium pour la première fois de sa carrière et c'est la deuxième fois après Aguri Suzuki en 1990 qu'un japonais monte sur le podium au Japon. Résistant magnifiquement aux assauts de Jenson Button qui termine 4ème, Kobayashi nous offre l'opportunité d'assister aux applaudissements les plus absurdes et incroyables que beaucoup d'entre nous n'ayons jamais vus en sport automobile. Ils applaudissent en rythme! Ils applaudissent en rythme! Vettel revient à 4 points de Alonso suite à son abandon, Hamilton finit 5ème devant Raikkonen, Hülkenberg, Maldonado, qui finit dans les points pour la première fois depuis sa victoire, Webber remonte de la dernière à la 9ème place, et Daniel Ricciardo prend le dernier point. This is my first podium in Japan. This is fantastic, unbelievable, you know. Well, I mean, Japanese. 皆さんありがとうございました。Webber prend la pole position en Corée du Sud devant Sébastien Vettel mais perd les commandes au départ. Alonso en profite pour récupérer la 3ème place alors que derrière Kobayashi percute Button, terminant la course de l'anglais et celle de Rosberg. Hamilton est en difficulté et se fait passer par Massa, Raikkonen, puis Hülkenberg, lequel réussit à le dépasser en même temps que Grosjean. Après des semaines de polémique, le Français semble particulièrement timide lors de ce Grand Prix pour éviter les incidents à tout prix. Et toujours dans l'optique d'avoir une saison ultra poisseuse, Hamilton ramasse un morceau d'AstroTurf sous sa bagnole. Vettel remporte une 3ème course consécutive dominée de main de maître et prend enfin la tête du championnat. Il gagne devant Webber et Alonso, Massa apporte la 4ème place à Ferrari devant Raikkonen, Hülkenberg, Grosjean, Vergne, Ricciardo et Hamilton sauvent un maigre point. C'est une nouvelle première ligne spéciale Red Bull en Inde, avec cette fois-ci Vettel devant Webber, et les 2 McLaren sont juste derrière, avec les 2 Ferrari encore derrière. Une grosse mêlée au premier virage, et cette fois-ci, c'est Jean-Éric Vergne qui la met dans le fion de Schumacher. Les 2 McLaren se battent et Alonso en profite pour les dépasser toutes les 2. La mauvaise série de Hamilton se poursuit avec un problème qui le force à passer au stand pour changer de volant. Webber et son camarade de misère étant victimes d'un problème de Kers qui l'empêche de se défendre face à Alonso dans la très longue ligne droite. L'Espagnol limite à nouveau la casse alors que Vettel poursuit sur une série de 4 victoires consécutives. Webber limite aussi la casse avec le podium terminant de quelques dixièmes devant Hamilton, Button est 5ème devant Massa, Raikkonen, Grosjean et Senna. Hamilton prend la pole position à Abu Dhabi devant Webber et Maldonado, alors que Raikkonen signe le 4e temps. Les améliorations apportées par Ferrari ne semblent toujours pas suffisantes, puisque Alonso et Massa ne sont que 5e et 6e. Mais à présent, c'est Vettel
qui est disqualifié des qualifications à cause d'un problème de pompe à essence. Il part de la voie des stands avec une nouvelle configuration à ses réglages et donne un petit peu d'espoir à Alonso. Raikkonen prend un sublime départ et la seconde place alors que Hülkenberg et Senna s'accrochent au premier virage, tout comme Rosberg et Grosjean dans un endroit propice aux touchettes sur ce circuit. Alors que le pilote Mercedes remonte et rattrape la HRT de Narain Karthikeyan, le pilote indien est victime d'un problème hydraulique qui le ralentit subitement. Rosberg ne peut l'éviter. Ce terrifiant crash est heureusement sans conséquence. Rarement le Grand Prix d'Abu Dhabi fut autant animé. Même jamais en réalité. La remontée de Vettel est marquée par de très belles luttes, et il en est de même à tous les niveaux. Hamilton semble intouchable aux avant-postes, jusqu'à ce que sa mécanique ne le trahisse pour la énième fois. Difficile de ne pas être touché par la malchance du Britannique qui pilote admirablement bien cette saison, mais il y a plus important aujourd'hui. En effet, pour la première fois depuis son retour, Kimi Raikkonen semble en mesure de gagner un Grand Prix, ce qui apaise les sentiments de n'importe quel fan de Formule 1. Dans le peloton, Webber est percuté par Maldonado. Ça ne vaudrait pas le coup d'être mentionné si, quelques tours plus tard, il n'était pas encore victime d'un crash devant lui. En pleine lutte, Hülkenberg, Pérez et Grosjean sont victimes d'une nouvelle action désespérée du Mexicain qui provoque l'abandon de la Lotus et de Webber qui était juste derrière. La voiture de sécurité intervient et permet à Vettel de revenir et attaquer Button pour prendre la 3e place sur le podium, alors que Alonso est incapable d'attaquer Raikkonen, qui gagne son premier Grand Prix depuis la Belgique en 2009. C'est aussi la première victoire de Lotus depuis Ayrton Senna à Détroit en 87 et la première de l'équipe Enstone depuis Alonso au Japon en 2008. Button termine 4e devant Maldonado, Kobayashi, Massa, Senna, Di Resta et Daniel Ricciardo. Kimi, hi. What can you tell me about the new car? I don't know. Well, is it faster than the old car? I don't know. Does it handle better than the old car? I still don't know. Does it have a better electronics package than the old car? Just leave me alone. I know what I'm doing. All right. Alors que désormais seuls Vettel et Alonso peuvent mathématiquement gagner le titre, nous arrivons à Austin pour la toute première course sur le tracé du Kota, retour aux États-Unis pour la première fois depuis 2007. Vettel s'envole au départ depuis la pole position et Webber passe Hamilton pour lui prendre la 2e place alors que le reste du peloton découvre les joies des run-offs. Grosjean profite d'une lutte entre Schumacher et Raikkonen pour les dépasser tous les deux, mais il finit par gâcher ce bel effort avec une sortie de piste. Pendant ce temps, Hamilton revient sur les Red Bull et dépasse Webber. Ce n'est pas un drame pour l'Australien car, comme à son habitude, le sort est rarement de son côté et Webber abandonne peu après ce qui permet à Alonso de monter en 3e place. Hamilton continue de revenir sur Vettel et lui prend les commandes de la course en fin de Grand Prix pour remporter sa première course depuis l'Italie malgré des dominations successives à Singapour et Abu Dhabi. À défaut d'ajouter une nouvelle victoire à leur tableau de chasse, Red Bull s'empare du titre constructeur alors que Vettel creuse un petit peu plus l'écart sur Alonso. Massa termine 4e devant Button, Raikkonen, Grosjean, Hülkenberg et les Williams de Maldonado et Senna. Nous y sommes, la dernière manche de la saison. En 20 courses, il y a eu 8 vainqueurs différents du jamais vu de toute l'histoire de la Formule 1. Jenson Button, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, Pastor Maldonado, Mark Webber, Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Pour cette manche de clôture sous la pluie à Interlagos, 13 points séparent Sebastian Vettel de Fernando Alonso. La messe semble déjà dite avec une 8e place sur la grille pour l'Espagnol et la 4e pour l'Allemand. Pourtant, s'il y a bien une chose que cette improbable saison 2012 nous a enseigné, c'est que l'impossible ne fait pas toujours partie du champ d'action de la Formule 1. Hamilton est en pole position devant Button. Il prend part à son dernier Grand Prix avec l'équipe de ses débuts qui lui a offert son premier titre et pour partir dans un projet qui pourrait très bien ne jamais réussir. C'est peut-être sa dernière chance de gagner une course. Michael Schumacher, qualifié seulement 14e, prend part à son dernier Grand Prix en Formule 1. La tension est à son paroxysme dans les garages Red Bull et Ferrari, dans les tribunes et à la maison où chaque téléspectateur supporte son pilote. Alonso ou Vettel, mon favori pour la saison 2012.
Pardon, vous ne vous avez pas vu. Quoi, il y a un vrai suspense pour savoir qui je supporte pour le titre en fin d'année? Non mais là c'est secondaire, la question c'est de savoir si Romain Grosjean va garder sa place en F1. Si vous aussi vous demandez qui vous devriez soutenir pour la saison 2012 de Formule 1, je n'ai évidemment qu'une seule réponse. Surtout pas Fernando, donc Sébastien, à défaut. Vettel. Fernando Vettel. Sébastien Vettel. Vettel. Et Vettel, bien entendu. En tout cas, c'est lui que je soutiens. S'il n'a pas eu de chance, les commissaires ont été méchants contre lui. Alonso. Fernando Alonso. J'espère juste qu'il va quand même gagner le titre pour Ferrari. Ce gars, c'est un talent générationnel. Sébastien Alonso. C'est ça l'enjeu du Grand Prix. Massa prend un sublime départ et s'intercale entre les McLaren. Vettel est surpris et se retrouve perdu dans le peloton, avant d'être percuté par la Williams de Bruno Senna. Le retournement de situation est incroyable, mais rien n'est fait pour Fernando Alonso, qui doit à tout prix terminer sur le podium pour s'assurer de rattraper ses 13 points de retard. Et encore que, à la surprise de tous, la Red Bull numéro 1 parvient à repartir et à trouver du rythme. À défaut d'avoir justement du rythme, les pilotes Ferrari sont ultra combatifs et Alonso profite de la diversion offerte par Massa pour passer Mark Webber. À ce stade de la course, Vettel doit s'assurer de la 9e place pour être sacré. Car la Ferrari est clairement trop faible. Alonso surpilote et commet une erreur qui laisse passer Nico Hülkenberg, futur pilote Sauber, à la 3e place. L'Allemand a un rythme phénoménal dans sa modeste Force India et rattrape les deux McLaren alors que Grosjean se met dehors. Avec plus rien à perdre, Button s'attaque à Hamilton et prend les commandes de la course, et Lewis passe au stand pour chausser des pneus intermédiaires et pour lui dire au revoir correctement, l'équipe lui offre un traditionnel arrêt de 3 jours et demi. Alors que Alonso et Vettel font le même choix stratégique, la pluie s'intensifie. Ce choix permet à Vettel de déjà revenir sur son coéquipier, mais Webber ne semble avoir nulle intention de l'aider. Aux avant-postes, Hülkenberg attaque Button et prend les commandes de la course, forçant à se demander si McLaren n'aurait pas dû signer le jeune Allemand plutôt que Pérez. Les différents incidents du peloton ont causé de nombreux débris sur la piste et provoqué une crevaison sur la Mercedes de Rosberg, ce qui force la direction de course à invoquer la voiture de sécurité. Désormais chaussée de pneus slick, Hülkenberg relance la course lorsque la voiture de sécurité rentre au stand et mène le peloton devant les deux McLaren alors que Webber est forcé hors de la piste. Hamilton reprend la place que Button lui avait volée quelques tours plus tôt et s'en va chasser Hülkenberg. Alonso, lui, en est réduit à se battre avec la Sauber de Kamui Kobayashi. Plus loin, Raikkonen et Schumacher s'en donnent à cœur joie dans une dernière lutte roue contre roue. Sous pression, Hülkenberg commet une petite erreur et perd la tête de course, alors que Raikkonen se fait également surprendre. Nico Hülkenberg profite de voir Hamilton passer un retardataire pour plonger à l'intérieur, mais la piste est encore mouillée et il perd le contrôle et se crache dans la McLaren, terminant une saison cauchemardesque pour Lewis. Et comme si cette course ne pouvait pas être plus imprévisible, Vettel passe au stand, mais ses pneus ne sont pas prêts. Alonso, deuxième, se place virtuellement champion du monde. Mais alors que la course se termine, Vettel remonte dangereusement et désormais, l'Espagnol n'a plus le choix. Il doit à tout prix gagner la course, mais Jenson Button est beaucoup trop rapide et trop loin. Il faudrait un miracle pour Fernando. Mais ce ne sera pas un miracle qui va se produire. Paul Di Resta, en attente d'un contrat pour la saison prochaine, perd le contrôle et se crache. La finale d'une des saisons les plus absurdes et mouvementées de toute l'histoire se termine et se décide sous voiture de sécurité. Au terme d'une course purement héroïque, Sébastien Vettel s'empare de son 3e titre mondial au volant d'une Red Bull qui a été parfaitement développée en cours de saison après un début de campagne difficile et de nombreuses pannes mécaniques. You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Mais rien au monde, dans toutes les galaxies et univers imaginables, Fernando Alonso aurait pu faire quoi que ce soit de plus cette saison qu'il n'a déjà fait pour espérer gagner le titre. Been fighting for 5 world championship until the last race. I won 2 and I'm proud. I'm proud of my career so far and I'm sure if I leave the sport with 2, 3, 4, whatever, I will be proud and Il est difficile de ne pas se ranger du côté de celui qui semble avoir eu le plus de challenges à surmonter et qui ne s'est retrouvé dans une lutte au titre que par pur opportunisme et grâce aux erreurs de ses rivaux. Pourtant,
la saison de Sébastien Vettel ne fut pas non plus remplie de moments faciles, et la maîtrise qu'il a démontrée en fin de saison et sur cette dernière manche sont tout à fait à la hauteur de son statut de triple champion du monde. Having won three times in a row, it's, you know, when I was a young boy, it was, I'm not even there for dreaming, you know, I was dreaming to drive a Formula One car, and now I'm standing here, I don't know what to say. Clinching that third title in a race like this today, I think he deserves that championship. He's been working hard for it, and I'm proud of him. Jenson Button remporte donc ce qui sera la dernière victoire de sa carrière devant les deux Ferrari. Webber termine 4e et Hülkenberg parvient à sauver la 5e place, ce qui est une maigre consolation. Vettel est 6e et Schumacher termine à cette symbolique 7e place. Jean-Éric Vergne finit la saison avec une 8e place solide, alors que Kamui Kobayashi et Kimi Raikkonen ferment les points. Le Finlandais termine 3e du championnat pour son retour, profitant du manque de constance du stand McLaren pour terminer devant Hamilton et Button. Alors qu'il semblait en mesure de jouer encore le titre passé les 3/4 de la saison, les dernières courses de Mark Webber furent noyées par une malchance absurde, alors que la fin de saison de Felipe Massa a prouvé que lui donner un contrat lui avait permis de signer quelques résultats plus forts et de sauver la seconde place constructeur pour Ferrari. Romain Grosjean est 8e et parvient à terminer devant Nico Rosberg alors que Sergio Pérez ferme le top 10. J'espère sincèrement que cette rétrospective vous aura plu et que si vous n'avez pas vécu cette saison à l'époque et que vous souhaitez vous régaler de quelques courses historiques sans être trop dépaysé par les noms du peloton, la saison 2012 est dans sa globalité excellente à regarder pour différentes raisons que je n'ai pu qu'évoquer en surface aujourd'hui. En effet, mon but n'est que de vous divertir et vous rafraîchir quelques souvenirs. Et c'était l'émission que je voulais vous proposer Noël dernier parce que la rétro de 2023 aurait pas été intéressante, mais bon, j'ai pas pu la faire pour les funestes raisons que j'ai évoquées. Sur le plan sportif, cette saison a toujours eu une place importante dans mon cœur, pour des raisons évidentes, hein, c'était assez incroyable. Et sur le plan personnel également, et encore plus particulièrement aujourd'hui, parce que voilà, début 2012, j'avais perdu mon beau-papa, qui était un petit peu d'origine espagnole, et en fin de saison, j'ai ce souvenir d'avoir regardé le Grand Prix final avec mon regretté petit frère qui avait 9 ans, et il supportait également ardemment Alonso, parce que il était espagnol. Bon, du coup, on était dégoûtés après la course, mais ça reste, pour moi, un beau souvenir de complicité, et voilà. Bon, j'ai jamais vraiment pu le convertir à la Formule 1, mais bon, ces dernières années, il commence un petit peu à s'y intéresser, à me poser des questions, regarder les résultats, tout... Mais bon, je m'égare, j'arrête de raconter ma vie. En tout cas, à défaut de pas avoir pu vous la proposer à Noël, je me dis qu'il y a rien de plus disposé que la date d'aujourd'hui pour vous l'offrir. Donc, moi, je vous le dis, avec toute mon amitié et tout mon cœur, Poisson d'avril! T'es sûr que c'est comme ça que ça marche, les poissons d'avril ?